C'est une haie de l'amas. Plus elle est petite, plus elle est chère et plus elle porte chance. Mais tu peux aussi acheter ici de quoi nuire à quelqu'un? Oui, là, il y en a aussi ici, vous pouvez le voir. Voici la table noire, réservée aux malédictions et jalousies. Quel est le salaire moyen? Les gens, comme dans des emplois réguliers, disons, quel est le coût de la vie avec ce salaire minimum ou avec le salaire moyen? Est-ce suffisant pour vivre? Depuis l'église métisse Célanlé, Nous souhaitons la bienvenue à Bolivie. Nous sommes à La Paz, l'une des deux capitales de ce pays, et nous en parlerons un peu plus tard. Et dans cette vidéo, nous allons explorer un peu la culture, la gastronomie, comment est la vie, et pas mal de faits intéressants et curieux sur ce pays. Je suis Valéria pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et moi je suis Emmanuel Vieira, et ensemble nous sommes deux fous de voyage. Nous sommes rue Mariscal Santa Cruz, près de l'obélisque, avec Monsieur José qui nous accompagne. Le change de dollar en bolivianos, la monnaie. Ici en Bolivie, une question se pose. Quel est le taux officiel du dollar au boliviano? En ce moment, le responsable sait que non, nous n'avons pas encore de taux officiel. L'État. D'accord? En ce moment, par exemple, on achète à 11,25. D'accord. Mais ce 11,25, c'est le prix du dollar parallèle, c'est bien ça? Quel est le dollar? Si je paie en dollars dans un commerce, à quel taux est-il calculé? Aux taux officiels? Ce taux officiel, par exemple, est autour de 6,97. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'il est très avantageux d'échanger avec des personnes comme vous et ensuite de payer en bolivianos. Et cette différence, depuis combien de temps existe-t-elle? À ce point aussi grande? Nous devons maintenant attendre des élections. Celles qui approchent en août, soi-disant le 17 août. Et le prochain gouvernement qui prendra le relais devra stabiliser l'économie du pays, plus équilibré. Et un autre, c'est que nous devons être équilibrés avec les pays voisins, comme le Pérou, le Chili, le Brésil et l'Argentine. N'est-ce pas? Nous devons donc rester équilibrés avec ces pays. Bien sûr, de cette façon, tous les commerces, même le dollar, afin qu'il n'y ait pas de fuite de devises. Depuis combien de temps travaillez-vous? Vous travaillez dans ce métier depuis combien de temps? Ça fait déjà pas mal de temps, pour vous dire environ 30, 40. 11 bien sûr. J'imagine que vous changez les dollars à 11,25, puis vous reconvertissez ces dollars en bolivianos, un peu plus bas. Votre bénéfice est la différence. Pourquoi ne venez-vous pas faire le change? Tenez, ici. Change, c'est le dollar. Dollar, dollar bolivien. Bolivien. Dollar, et il me fait la... Concurrence, je l'aide, il ne va pas lui faire concurrence. Merci chef, bonne journée. Passé. Tu m'as fait peur comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, attache bien la caméra comme ça parce que quelqu'un peut passer et te l'arracher. Eh bien, nous savons que dans les grandes villes, il y a souvent des pickpockets. Oh, ça fait peur. Bon, j'ai bien attrapé ma caméra maintenant. On nous avait déjà dit de faire un peu attention que s'il n'y avait pas vraiment des vols à main armés, ni rien de tout ça. Mais qu'il faut quand même bien tenir ses affaires, parce qu'on peut te les... arracher? La jeune fille vient de lui donner un nouvel avertissement. Ils vont m'emmener la main, Jérôme, mais ça ne sort pas d'ici. Eh bien, bienvenue dans la rue des Sorcières. C'est un endroit très spécial pour nous. Comme je vous l'ai expliqué il y a un instant,
c'est la zone indigène, enfin ce qui était connu à l'époque coloniale comme la partie indigène. Et c'était un lieu représentatif pour ce qu'est la culture en elle-même, n'est-ce pas là? Ici, on peut voir qu'il y a un très grand culte envers la Pachamama. Donc nous devons représenter la Pachamama comme une connexion qui nous est propre. Dans la culture actuelle, c'est l'Aymara. Et bon, ils font des rituels de toutes sortes, n'est-ce pas? À un moment donné, nous allons vous montrer certaines des tables, ou plutôt des rituels qui sont réalisés, n'est-ce pas? Très représentatif ici et bon. Cet endroit coloré devrait beaucoup vous plaire. Oui, c'est très pittoresque. Mais André, avant la visite, pourrais-tu nous parler de ton travail de guide? D'accord. Eh bien, moi, en tant que guide, ça fait presque 7 ans que je guide. J'ai vraiment eu des gens du monde entier. Et ce que j'adore, c'est leur montrer de nouvelles choses. C'est super beau de voir leur visage. L'expression des gens, elle est aussi super intéressante. Ils sont impressionnés par des choses qui font partie de notre vie quotidienne, de notre quotidien, pour ainsi dire. Et je pense que oui, j'aime aussi vous montrer à vous, les gars, que tout ça est très beau. Quels sont, selon toi, les incontournables si quelqu'un vient découvrir la Bolivie? Par exemple, bon, j'ai peu de jours, je viens dans le pays pour la première fois. Qu'est-ce que tu me recommandes de visiter? Eh bien, d'abord, Taboada de la Paz, je pense que les montagnes sont quelque chose de très caractéristique. Toute la zone andine, pour ainsi dire, il y a aussi le lac Titicaca, l'île du Soleil, l'île de la Lune, Copacabana, Tiwanaku. Il y a aussi le Salar d'Uyuni qui est très connu. En ce moment, c'est la haute saison parce qu'il y a la réflexion, il pleut sur le Salar d'Uyuni et donc tout se transforme. Un miroir géant? Magnifique. Et puis, les gens viennent aussi pour les photos et la connexion culturelle. Notre culture vivante fait partie de notre quotidien. Donc, c'est très représentatif pour moi de leur montrer tout ce que l'on vit ici culturellement. Sans doute, lors de ce voyage, nous ne pourrons pas tout voir comme souhaité, mais ce n'est pas grave, il y aura sûrement un autre voyage en Bolivie. Oui, leur culture est si magnifique, j'adore qu'elle soit si préservée, et comme tu dis, c'est très pittoresque. Mais je vois quelque chose qui me perturbe un peu. Et ce sont comme des petites flammes au fond. Peux-tu nous dire un peu quels sont ces animaux que nous avons ici en haut? Regarde, culturellement, on voit que nous avons l'habitude de faire des offrandes à la Pachamama, pour ainsi dire. Donc il y a tout ce qui concerne les rituels. Ces tables accueillent aussi les lamas et leurs fœtus. Elles sont très représentatives. Nous irons les observer de plus près. Ce sont des bébés lamas? Et ce sont des fœtus de lamas issus d'avortements naturels. Ils ne sont pas retirés artificiellement. Donc, la représentation en elle-même, c'est que si tu veux quelque chose de la Pachamama, si tu lui demandes la santé, si tu lui demandes de l'argent, la prospérité, si tu lui demandes pour un membre de ta famille, etc., tu dois faire un rite, donner une vie pour une autre. Donc, je pense, de mon point de vue personnel, que toute la culture sud-américaine a beaucoup de rituels de ce genre. Donc, c'est quelque chose de très représentatif. Je pense donc que c'est beau de montrer tout cela. Bon, nous allons commencer à marcher pour voir ce que nous trouvons sur le chemin. Comme je vous le dis, c'est la représentation du lama. Ceci est une figurine de lama et plus elle est petite, plus elle coûte cher et plus elle porte chance. Ensuite, il y a les porte-bonheur. Les petites fourmis symbolisent le travail. Ici, il y a aussi la représentation d'un bureau. Tu demandes ici à la prospérité aussi au bureau. Une voiture, c'est bien aussi. Exactement, tu fais tes demandes. C'est quoi ça? C'est comme un sucre en plastique. Exactement, c'est du sucre en soi. Et un animal représentatif qui symbolise la fortune pour nous, c'est le crapaud ou la grenouille, non? Ensuite, il y a une variété de fleurs, de plantes qui sont très représentatives. Même ici, nous avons une fête qui n'a lieu qu'en février, qui s'appelle Las Salacitas, où tu peux trouver ce genre de billets. Et puis, des petites babioles qui représentent ce que tu veux, en gros.
je ne sais pas, une petite maison ou peut-être, je ne sais pas, de l'argent ou bien une petite voiture. Je pense que tu l'achètes, tu le mets dans ta chambre et ça te rappelle tes objectifs. Quels sont tes objectifs pour l'année? C'est une manifestation, mais plus concrète. Après, et ces tables elles-mêmes sont généralement fabriquées en nous. Et en plus, c'est représentatif parce que les cendres qui restent vont être enterrées dans un endroit qui est ta propriété. Tu l'offres donc à la Pachamama. Ce sont les cendres pour la Pachamama. Regarde, je suis curieuse à propos de ça. C'est aussi un petit lama, un bébé? Oui. Eh bien, le fœtus d'un petit lama? Exactement. Et quelque chose m'impressionne, tu vas me corriger? Mais ceux qui y croient adhèrent aussi à la religion catholique, car cela rappelle une vierge. Oui, eh ben, en gros, c'est depuis la colonie, il y a un métissage, c'est la religion avec la culture. Donc, il y a ce mélange entre la culture, la Pachamama, ce qui est représentatif pour notre peuple, nos indigènes, pour ainsi dire. Et voilà, c'est ce que c'est. Et par exemple, la Vierge de Copacabana, qui se trouve tout près d'ici sur le lac Titicaca, c'est une vierge qui a été essentiellement la patronne des Incas. C'est elle que les Incas métissaient dans la région. Le fait qu'elle soit plus un lien plus étroit avec leur religion, n'est-ce pas? S'ils étaient franciscains, ce n'était pas vraiment comme tel. Ils avaient cette représentation du bien, ce lien, n'est-ce pas? Donc, il y a bien un mélange intéressant entre la religion venant d'Europe et celle d'ici, de tribus autochtones. Waouh, c'est intéressant. Ensuite, il y a cette fête des Salacitas, comme je vous le disais. Ce personnage qui est ici, qui s'appelle Ekeko, c'est un dieu de la prospérité. Eh bien, Ekeko est une personne rondelette. Après la maison, la bière, les camions, la voiture, l'argent, c'est bien, c'est à lui qu'on demande toutes ces représentations de ce que l'on souhaite. Au final, tu demandes de l'argent, une maison, une voiture. De la bière. On dirait aussi un peu de chimo. Très important, très important. Ici, nous avons des mini-objets, un mini-billet, une boutique de chaussures. Ici, nous avons un mini-panier de marché avec tout ce dont tu peux avoir besoin, même des bonbons. Un grand panier? Alors, on lui dit, voici l'épicerie, un petit magasin, une petite boutique. J'imagine que si tu veux ouvrir ta propre boutique, tu achètes ça et tu la visualises pour qu'au bout d'un an, ton rêve se réalise. Exactement. Très intéressant. Nous avons aussi un hôtel. Est-ce qu'on achète un hôtel Locos Hotel? Ce sont des thés. En fait, ce sont des infusions, mais de là à dire qu'elles fonctionnent, c'est une autre histoire. Plus d'attraction, plus d'amour. Jamais assez. Je ne sais pas si c'est un thé ou un parfum, mais tu t'en vaporises et tu finis comme ça, toute sensuelle, pleine de désir. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais c'est pour augmenter la libido, le désir, la célébrité. Nous sommes avec Indira, la dame de la boutique où nous venons d'entrer. Dis-moi, qu'est-ce que toutes ces boîtes que vous avez là derrière? Bonjour à tous, ici nous voyons ces petites boîtes. Ce sont des sirops qui sont faits à base de produits naturels, qui sont faits à base de plantes pour tout et pour toutes sortes de maladies. Par exemple, il y en a pour les artères, pour les reins, pour le foie, pour tout cela. C'est fait à base de produits naturels et présenté en petits sirops, c'est bien ça? Par exemple, la griffe de chat et ici le rampéquiste. Est-ce qu'il contient vraiment de la griffe de chat ou est-ce une plante qu'on appelle comme ça? Comme la griffe de chat. Non, il a vraiment de la griffe de chat. Ah, ouais, il contient de la griffe de chat. Et comme vous pouvez le voir, il contient aussi de l'oméga 6 et tout. C'est surtout utile pour les femmes, pour les kystes, pour ça. Et nous avions déjà remarqué l'existence de la poudre de la haine. Mais qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? Oui, cette poudre de la haine. Et ce qu'il dit était fait à base d'essence. Des essences comme celle-ci, c'est à peu près comme ça qu'elles sont faites.
Et c'est aussi à base de plantes sèches, comme l'encens, elles sont mélangées comme ça. Et à quoi ça sert? Par exemple, là-bas, c'est écrit que c'est pour la haine. C'est pour éviter la jalousie, c'est à ça que ça sert comme des encens. Te protéger de la haine pour... Te protéger, oui. Ce n'est pas une raison pour haïr quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour te protéger. Ah d'accord. Oui, il y en a même pour ça, aussi pour ça, D'accord. Il y en a aussi quelques-uns. Il y en a aussi pour ce qui est de la bonne augure, pour l'argent, pour l'amour, pour différents besoins. D'accord? Mais tu peux aussi acheter ici de quoi nuire à quelqu'un d'autre? Oui, il y a aussi ici, disons, des séparatrices, tu vois? Par exemple, ici c'est écrit séparatrice, tu vois? Ils cherchent des personnes à cause qu'ils s'éloignent, qui se séparent ainsi. Comment l'utiliser? Ce sont des parfums. Si tu en mets un peu sur la main, juste un tout petit peu. Tu les éloignes de toi? Tu les éloignes, hein? Ah, regarde. Nous avons même, pour ce qui est du commerce, des eaux naturelles qui s'appellent, par exemple, lame d'argent, pluie d'or pour attirer l'argent, pour ça. Ce sont de petites eaux parfumées, principalement à base d'eau, c'est-à-dire d'eau naturelle, de fleurs, de tout ça. Donc c'est surtout à base de ça que sont faits les petits parfums. Vous pouvez l'observer ici. Ceci est la table noire, elle sert pour les malédictions, les jalousies. C'est à cela que sert cette table noire. Pour ceux à qui tout va mal, au travail, en amour, à la maison, que font-ils? Ces herbes-là servent à éloigner cette méchanceté, à la faire partir de votre corps, de votre famille. Et comment ça fonctionne? On fait un lavage. Ces petites herbes sont bouillies dans une petite casserole. Tu les fais bouillir et ensuite, une fois refroidies, tu t'en mets jusqu'ici, tu te laves les pieds, jusqu'ici aussi les petites mains et un peu sur le front. Et cette eau, tu ne dois pas la jeter dans les toilettes, tu dois la jeter en disant qu'elle va à ses sœurs vivantes. Ça ne m'arrive pas, elles vivent sans verre. Alors, c'est quoi les servitos? Cela désigne la prospérité et l'abondance. C'est comme quand on se débrouille, qu'on se regarde les uns les autres, qu'on se voit comme des petits cochons, ça peut c'est pareil. Alors, tu offres cela à la terre-mère. C'est aussi une offrande pour tout le monde, pour n'importe qui. Besoin, travail, amour pour tous. Quelle est la différence, Indira, entre les cochons et les lamas? Par exemple, les petits cochons sont surtout emmenés dans les mines. Donc là-bas, ils veulent plus d'or. Banane, tu vois. Donc, ça dépend de ce que la personne croit. Peut-être qu'ils s'en sortent mieux avec les petits cochons. Donc, le petit lama aussi apporte la prospérité, mais il voit aussi que le petit cochon en apporte. Donc, les deux portent chance. Comment font-ils pour obtenir ces animaux de cette taille, et ensuite les empailler, j'imagine? Ce n'est pas que nous les tuons d'abord, mais il n'y en a pas. Par exemple, ceci, ce petit lama, ce ne sont pas des fœtus. Les lamas les avortent. Les petits lamas sont avortés. Ils te les jettent ainsi dans les champs. Ceux-là sont ensuite naturalisés, donc nous en avons de différentes tailles. Petits, c'est comme la maman. Quand nous portons un bébé pendant 9 mois, eux aussi les expulsent parfois après 1 mois. C'est pour ça qu'ils sont tout petits. Et celle-là, par exemple, parfois, elles meurent à cause du froid. Ici, il fait très froid, donc elles sèchent et on les apporte aussi. Et avec les petits cochons, pareil. Et c'est pareil avec les petits cochons, quoi. Mais on les sèche aussi à l'alcool, quoi, toujours au soleil. Merci beaucoup, Indira. Merci beaucoup, Indira. Non, mais ne vous inquiétez pas. Merci à vous pour la visite. Merci. Andrés. À l'instant, il nous racontait qu'Indira nous parlait d'une table blanche et d'une table noire. La table, c'est comme le petit panier, avec tout ce qu'on mettait dessus. Mais ils ont un peu honte de parler de la table noire. Parce que, en effet, c'est pour faire comme de la sorcellerie ou essayer de jeter un sort négatif à une personne à qui on veut du mal. Andrés, peux-tu m'en dire un peu plus sur ces pratiques de la table noire? En soi, eh bien, ce sont les yatiris, même les kalawayas, qui sont les meilleurs, les personnes les plus reconnues qui pratiquent dans ce genre de magie
de mysticisme, de culture, n'est-ce pas? Mais il est très connu que la table blanche est pour les bonnes choses, comme la prospérité, la santé, la famille, les relations, le travail, et ainsi de suite. Mais les tables noires, en elles-mêmes, servent à maudire les gens, pour ainsi dire, des travaux, mais elles peuvent aussi être des personnes, et elles sont exclusivement placées dans des endroits reculés. Par exemple, là où commencent à apparaître des rivières importantes, ou des sources, ou même certaines montagnes. Certaines huacas qui sont un peu plus reculées pour qu'ils ne puissent pas trouver la table en elle-même. Donc oui, il est bien connu qu'elle coûte aussi assez cher, n'est-ce pas? Et en plus, autant la personne qui fait le yatiri, qui fait la sorcellerie ou la table noire, la personne qui souhaite du mal, ils vont avoir une certaine malédiction après, non? Comme on dit, le karma. Exactement, je ressens un impact négatif, aussi bien pour celui qui le fait que pour celui qui le reçoit. Et bien sûr, j'imagine que tu dis qu'ils les mettent dans ces endroits reculés pour que l'autre personne ne les trouve pas et ne puisse pas réparer ou renvoyer cette malédiction. Il y a même certains yatiris guérisseurs qui arrivent à inverser cela, mais ça te coûte aussi très cher. Ici, le fait que les gens, c'est-à-dire ces yatiris, veuillent faire ce genre de purification de cette mauvaise énergie, c'est aussi se faire du mal à eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils demandent autant d'argent. Bien sûr, combien coûterait à peu près un budget pour lancer une malédiction ou pour se faire purifier après avoir reçu une malédiction? Écoute, les purifications coûtent entre 1000 et 2000 bolivianos par mois et généralement ça dure presque 1 an. Et après, eh bien, les hôtels eux-mêmes coûtent presque 5000 à 6000 bolivianos. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas que je l'ai fait moi-même, mais beaucoup de personnes m'ont dit que c'est dans cette gamme de prix. Les blanches sont un peu moins chères, mais c'est aussi selon ce que tu veux donner, non? Si tu veux donner plus, il y en aura plus. C'est aussi la croyance de notre culture. Eh bien, merci Andrés. Il y aura de quoi. On continue? Quelle est la croyance des siens du point de vue de... Mais il est aussi très important que vous sachiez qu'ici, en nous, c'est l'endroit des offrandes, des tables dont je vous parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu construis ta maison ou si tu construis un immeuble ou quoi que ce soit que tu dois construire, les mêmes ouvriers te disent qu'ils ont besoin. Un souillou, maintenant, un souillou peut être une personne alcoolique qui est dans la rue et les mêmes ouvriers l'invitent à venir passer un moment avec eux et le laissent dans un état d'ébriété. Il ne peut même pas se lever, comme on dit ici, dans l'état du Condor. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes, elles sont placées dans les fondations, on les met vivants et on les recouvre de ciment, n'est-ce pas? Alors c'est ça. C'est comme une façon de faire une offrande à la Pachamama pour que ta construction ait un gardien, n'est-ce pas? Un protecteur et qu'elle soit bien accueillie, pour ainsi dire, non? Le souci, c'est que ce sera un gardien alcoolique. Exactement. Ils cherchent des alcooliques car personne ne s'en occupe, non? Et est-ce qu'on connaît une structure, un bâtiment, une maison où ils auraient fait ça? Vous avez une statistique dont j'ignore la précision, mais elle est exacte. 1 sur 2 en possède un impressionnant. C'est énorme. Et y a-t-il d'autres sacrifices humains comme celui-là, mais dans d'autres types de, je ne sais pas, de situations? Par exemple, il y a une culture, une communauté, je ne veux pas mentionner le nom pour ne pas causer de problème, mais ce sont eux qui se nourrissent d'humains. Et oui, ça fonctionne aussi comme des rituels, non? Quoi? Ce ne sont que des rumeurs, mais il paraît qu'ils les mangent, non? Est-ce un sacrifice de quelqu'un de la communauté? Ou bien ils attrapent quelqu'un de la communauté voisine et le mangent? C'est-à-dire qui choisissent-ils? Pour manger, est-ce qu'il y a une personne qui serait quelqu'un qui a enfreint certaines règles de la communauté? Ou des gens qui ne sont pas dignes de confiance ou qui ont un certain degré de, je ne sais pas, de culpabilité dans certaines choses, non?
Par exemple, il y a beaucoup de disputes pour les territoires, aussi pour l'agriculture, pour les animaux, les lamas, les alpagas, les vaches, les ânes, les moutons. Pour l'appartenance en général. Exactement. C'est-à-dire, il y a des gens qui volent et ce sont eux qui habituellement les mangent, tous les mettent en offrande, non? Et tu sais comment ils les préparent? Non, vraiment, personne ne sait. C'est un secret de Polichinelle, non? Waouh, je suis choquée, je n'en reviens pas. Combien d'autres secrets ce pays cache-t-il que nous découvrirons au cours de ce voyage? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne. Et Ninita n'a pas pu résister à l'envie d'acheter quelques pierres laies spectaculaires. Nous sommes venus chargés, mais voyez la beauté trouvée ici. Ceci est une citrine, et ceci, je ne sais pas très bien ce que c'est. On vient de nous dire que c'est du quartz rose, mais c'est la première fois que je vois du quartz rose comme ça. Donc, à vrai dire, je ne sais pas. La Bolivie est un pays avec beaucoup de minéraux, beaucoup de quartz, beaucoup d'or, d'argent, donc on trouve des merveilles comme celle-ci partout. Mais regardez tout ce qu'il y a, enfin ce sont les deux que nous avons choisis. Mais regardez tout ce qu'il y a. Oh là là, mon Dieu, j'ai envie de tout emporter. Celle-ci m'a vraiment fait craquer. Les formes qui se créent, ça, comme la nature est merveilleuse, comment peut-elle créer des choses aussi belles que... Celle-ci. Et ce n'est même pas peint ni rien, c'est juste poli et prêt. Oui, regardez derrière, ici j'en ai une qui ressemble à l'état naturel, elles sont comme ça, et ce qu'ils font, c'est juste les polir un peu, et ça donne ce résultat. Je veux tout. Je veux un poncho, je veux un poncho, je veux plus de quartz, je veux un petit lama, mais vivant. Je vais prendre un petit lama. Nous avons déjà Sokita. Pas de drame, lama. Regarde-moi celui-ci. Ah, tu sais, c'est Sutra le lama. Regarde ça comme c'est joli. Nous sommes venus manger dans un restaurant appelé Populaire. Nous avons dû attendre 1 heure pour pouvoir entrer. Et on adore que le menu soit comme ça et qu'il change chaque jour. Je vais vous dire un peu, voyons ce qu'il y a au menu. En entrée, il y a une soupe de papalisas et un beignet de banane. Un plat principal. Il y a du pêche grillé qui est un poisson de l'Amazonie. Il y a aussi du poulet épicé. Ici, ils aiment beaucoup les plats épicés et la purée. Et en dessert, nous avons de la figue de Barbarie et de la tagua. Ce que nous avons fait, c'est commander un de chaque, donc nous allons absolument tout goûter. Ici, on nous a apporté une petite boisson rafraîchissante aux fruits de la passion, et ici, une autre au mocochinche. Santé! On vous dira comment c'est au fur et à mesure. Et bon, j'en profite aussi pour vous présenter André. Il sera notre guide aujourd'hui, celui qui va nous partager beaucoup de curiosités sur ce magnifique pays. C'est la première fois que je goûte ça. On nous a dit que c'était comme un jus ou une boisson rafraîchissante à base de pêche déshydratée et de cannelle. Ça sent la cannelle, c'est assez sucré et ça a aussi un goût de clou de girofle. Ceux qui nous suivent vraiment savent non, que je ne suis pas très fan du goût du clou de girofle, mais c'était une boisson traditionnelle en Bolivie à goûter absolument. Ce n'est pas mauvais, mais à mon avis, c'est très sucré et il y a cette touche de clou de girofle dont je ne suis pas fan. J'ai reçu ma petite soupe de papalisas et on nous disait que c'est un tubercule multicolore aphrodisiaque. Et la Bolivie est devenue intéressante, allons goûter. Je découvre les tubercules pour la première fois. Ça ressemble à une œuvre d'art, je suis fascinée. Est-ce que ça a le goût de tubercule? C'est très bon? Oui, je trouve que ça a le goût comme de... Periuca? Non, como, peut-être, quelque chose comme ça. C'est vraiment délicieux. Le bouillon est tout doux. Et moi j'ai une banane mûre avec du shark qui consiste essentiellement à prendre de la viande et à la sécher avec du sel. Et ensuite, ils farcissent sur la banane avec cette même viande qu'ils ont déjà déshydratée pour ainsi dire. Mais elle est cuite. Mais elle est cuite.
Je trouve ça spectaculaire, c'est de la cuisine gastronomique, mais honnêtement, c'est assez économique. On va vous montrer. Bon, je vais prendre une bouchée un peu grosse, mais c'est pour goûter toutes les saveurs et vous dire ce que j'en pense. Waouh! Top, c'est-à-dire la petite douceur de la banane, le goût de la viande n'est pas trop fort. Non, c'est incroyable. Ici, on a une autre sauce censée être au piment, voyons ce que ça donne. Non, c'est spectaculaire. 10 sur 10. Nous avons déjà un pêche qui est fumé et frit. Il y a aussi des croquettes de manioc qui sont glacées à la betterave. On finit avec la sauce au bœuf. Nous avons le poulet épicé qui est effiloché. Par-dessus, nous avons de l'oignon et de la tomate, comme une sauce. Il y a un piment, une base de piment et une terrine de pommes de terre. Bon appétit, merci. Maintenant, c'est moi qui commence. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le petit poisson de l'Amazone. On va goûter. C'est un peu dur. J'ai aimé, le goût est assez léger. Vous savez que les poissons de rivière, en général, n'ont pas un goût très prononcé. Mais la petite sauce de bœuf, en plus d'avoir une touche épicée, donne la combinaison parfaite. Et pour accompagner ces petits beignets de manioc, voyons voir. C'est incroyable. Sérieusement ? 10 sur 10 ? À la base, ce restaurant est incontournable. Par contre, il faut compter 1 heure pour avoir une table. Oh! Arrivez au moins 30 minutes avant l'ouverture à midi. C'est parce que... Premier arrivé, premier servi, pas de réservation. Beaucoup de monde dehors. Nous sommes arrivés à midi et on nous a servi à 1 heure. Écoutez, je vais faire une remarque. On appelle ça un soda, mais c'est comme un petit jus de fruit de la passion, très bon. Je sens seulement le goût du fruit de la passion. Je ne sais pas s'il y a autre chose. On passe à mon plat principal. On dirait une œuvre d'art. Ça donne envie de le toucher. Avec des petites fleurs et tout le reste. Ici, il y a des petites pommes de terre et un petit poulet au centre. Ça s'appelle poulet épicé et moi, en maso, je l'ai commandé, même si je ne mange pas épicé. Mais bon, j'avais envie de poulet. Ce n'est pas épicé, c'est très juteux, c'est très bon, vraiment très bon. J'ai adoré. On nous a d'abord conseillé de ne pas trop manger, mais aujourd'hui, on va beaucoup manger. Mais ça en vaut la peine, et j'espère que le mal d'altitude ne va pas nous toucher. Ici, nous avons un sorbet de figue de Barbarie. La figue de Barbarie est un fruit produit par le cactus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est plutôt rosée, mais cela dépend du cactus. Il y a des roses, des jaunes. Celle-ci paraît rose, même si je ne sais pas pourquoi, elle semble pourpre à l'extérieur. On goûte. Il y a d'autres choses, mais voyons. Quel souvenir cela rappelle? Voici la petite sauce à l'extérieur, à l'ananas, enveloppée dans une feuille de bananier. Ceux-ci sont caramélisés. Je pense que c'est aussi de la banane. Ici, ce qu'on appelle cambour ou banane, ils disent platano. Maintenant, c'est l'heure de goûter. Je ne sais pas comment faire, je veux tout essayer. Il y a des graines, je ne sais pas si ça se mange. Elles sont dures. Ce n'est pas mauvais au goût, c'est juste qu'elles restent coincées là. Le goût est super sucré, mais il y a des énormes graines. Je ne sais pas si on les mange ou si on les jette. Mais c'est très bon et très joli. Et mon dessert, c'est que c'est une tagua ou une tagua, à vrai dire. Je ne sais pas trop, mais c'est comme une pâte frite qu'on me dit être très typique de la région de Potosí. Elle est recouverte d'une meringue à l'orange. Il y a aussi des petits fruits déshydratés et une glace fumée à la chancaca. On m'a dit que c'est ce que nous connaissons sous le nom de paplon, mais ça m'intrigue. Glace fumée de paplon, voyons. Un peu sucré bien sûr, mais délicieux. En fait, le petit goût fumé lui donne une touche que je n'avais jamais expérimentée dans une glace. On va tester la petite pâte. Ah, elle est très douce, hein, je la croyais plus dure. J'ai adoré. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai
Un palais facile à impressionner, mais vraiment, tout ça est spectaculaire. D'accord, je n'arrive pas à croire qu'on vient de payer 8,5 $ par personne, ce qui fait 95 bolivianos au taux de change de 11,2 qu'on a utilisé. Andrés, une question, ce prix-là, il est cher, il est bon marché par rapport même aux autres prix ici à La Paz? Eh bien, ça dépend. Il y a de la nourriture qui est populaire, par exemple, qui est plus accessible pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui coûte entre 30 et 50 bolivianos. Celle-ci, c'est plutôt 20 ou 30 bolivianos. Tu as un plat spécial pour l'occasion? Waouh. Je suis vraiment impressionné parce que vous avez vu tous ces plats, c'est une œuvre d'art. Je veux dire, un repas gastronomique en grande quantité. On est super rassasié et pour 8,50 $. Qu'est-ce que t'en dis? Nini, qu'est-ce que tu veux? Je suis tombée amoureuse. Regarde quelle beauté. C'est stissé. Je veux entrer, je vais entrer, je vais entrer. Est-ce que je vais me mentir? Bien sûr. Bien sûr. Tout de suite, nous sommes à 3647 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et franchement, on le sent à chaque fois qu'on marche dans les côtes, parce que en plus, c'est que de la montée, on s'essouffle beaucoup, on commence à manquer un peu d'oxygène. C'est pour ça qu'il faut rester calme, ne pas trop manger, et dans le pire des cas, consommer des feuilles de coca pour éviter le mal d'altitude. Nous sommes entrés dans une autre boutique de pierres précieuses ici en Bolivie, et il y en a une en particulier qui s'appelle la Bolivianita, qui est un mélange entre le quartz améthyste et la citrine. En fait, son nom scientifique est amétrine, mais dans une région d'ici en Bolivie, elle se mélange naturellement. Et donc ils les polissent. Cette pièce que vous voyez en ce moment coûte 827 $. Et selon la profondeur, elle peut coûter jusqu'à 1500 $. Une petite pierre de bolivianite ou d'amétrine que vous pouvez utiliser dans des boucles d'oreilles, un pendentif, une bague, etc. Nous venons de nous arrêter à un petit stand où ils vendaient des billets de collection, une ancienne édition des Bolivianos qui ne sont plus en circulation. Nous avons été surpris de voir cela sur le billet de 100. Il y avait le visage de Simón Bolívar, qui, comme vous le savez, a aussi été le libérateur de la Bolivie. Avec Antonio José de Sucre, qui fut le premier président de ce pays, dont le visage y est aussi représenté. Sur le billet de 50 pesos boliviens, nous les avons pris pour notre collection de billets, en plus des boliviens qui sont en circulation, que je trouve aussi très jolis. Je vais vous les montrer. Sur les billets que j'ai en main, il y a aussi 2 éditions. Ces 3-là sont les plus récents et ceux-ci les plus anciens, mais les 2 sont en circulation. Regardez, voici celui de 10 qui ne s'appelle plus peso, mais boliviano. Ensuite, ici, nous voyons celui de 20. Ils ont des animaux d'un côté et des personnes de la culture de Bolivie ici aussi. C'est mon préféré, le petit violet de 50. Et ils sont plus colorés que les anciens, comme vous pouvez le voir ici. 100 boliviens. Et enfin 200 boliviens. Bolivar n'est plus sur les billets, non? Ils ont déjà retiré Simón Bolívar des billets. Et honnêtement, je suis d'accord pour que notre libérateur, parce que nous le partageons avec la Bolivie, au Venezuela, ne soit pas sur les billets. Pourquoi? Parce qu'il se dévalue constamment. Il se dévalue sans cesse, passant de main en main. Le billet est de plus en plus détérioré, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'améliore avec le temps, mais au contraire, ça empire à chaque fois, et évidemment, cela va de pair avec la valeur du billet. Je pense que c'est la valeur que nous donnons à cette personne pour l'histoire du pays. Eh bien, Renito Lina dit aussi qu'il n'est pas d'accord. Ni que son visage soit mis sur les billets, ni que la monnaie s'appelle Bolivar. C'est ça. Chacun a son opinion. Exactement. Et vous, qu'en pensez-vous, vous qui regardez cette vidéo?
est-ce que ça vous semble bien que notre monnaie soit le Bolivar, que le visage de Simon Bolivar soit sur tous les billets? Laissez-le ici en bas dans les commentaires. Nous sommes maintenant dans mon téléphérique. C'est ainsi que s'appelle le système de téléphérique urbain le plus long du monde, avec plus de 30 km en additionnant toutes ces lignes. Cependant, le système de téléphérique à une seule section le plus long du monde se trouve au Vietnam et s'appelle Hom Tom. Et le téléphérique le plus haut du monde se trouve au Venezuela et c'est le téléphérique de Mucumbari. Mais contrairement à ces deux autres, celui-ci n'a pas été construit principalement à des fins touristiques, mais pour réduire le trafic. Dans la ville de La Paz, afin de soulager la quantité de personnes qui se déplaçaient par voie terrestre. De plus, il a été construit dans le but de relier La Paz à El Alto. Et laissez-moi vous dire que les vues sont spectaculaires. Malheureusement, il n'y a pas de petites fenêtres ouvertes ni de trous pour sortir la caméra et pouvoir mieux vous montrer. Mais vraiment, ça est... Si vous venez en Bolivie, il faut absolument monter, même si ce n'est que pour quelques arrêts. Depuis que j'ai commencé à voir La Paz, je me suis rendu compte que c'est la ville des petites briques rouges. Toutes les façades, ou la grande majorité, sont faites en briques. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Eh bien, il y a deux théories. La première, c'est qu'on paie moins d'impôts, mais le maire a dit que ce n'est pas vrai. Mais la deuxième théorie, c'est qu'on en a aussi beaucoup culturellement. Les familles, elles ont pas mal d'enfants, en moyenne de 5 à 7, donc chaque enfant apporte certaines choses. Le premier fournit la façade, le deuxième fournit les vitres, le troisième, les salles de bain. Donc ici, la question de l'économie ne permet pas de construire une maison et de la peindre entièrement. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on voit autant de briques. Je vois des maisons hautes à plusieurs étages. J'imagine que chaque enfant devient indépendant à l'étage supérieur? Exactement, exactement. En fait, ils l'utilisent aussi bien pour leurs enfants que pour louer, gagner un peu d'argent. Les lieux où un enfant s'est déjà émancipé, par exemple. Et voilà, c'est comme ça. Nous sommes déjà passés de la ligne violette à la ligne argentée en descendant, montant un étage, et c'est tout. Nous allons en trouver un complètement vide, donc nous aurons de l'intimité. Andrea nous disait que nous sommes ici à 4000 mètres d'altitude. Je sens mon cœur battre bien plus fort que d'habitude. Eh bien, en France, il y a les chalets et ici, il y a les collets. En gros, ce sont des bâtiments qui ont un peu de tout. Il y a des restaurants, quelques pharmacies, peut-être un salon de beauté, un hôtel. Et tout en haut, le propriétaire vit dans un manoir. Et en fait, celui qu'on regarde en ce moment est vraiment moderne. Il est en construction, mais il est vraiment, vraiment moderne. Et on peut en trouver plusieurs comme ça tout au long de ce trajet. Admirez ces petites maisons impressionnantes au bord du précipice. Cela semble aussi être un mur d'argile. C'est bien ça, Andrés? C'est en fait la maison des Yatiris où l'on fait les rituels, où l'on prépare les offrandes et où l'on fait les lectures. Exactement. Et pourquoi ont-ils choisi un endroit aussi dangereux? Parce qu'il est près des Achachilas, qui sont nos montagnes, les grandes collines. Là-bas, il y a l'Ilimani, le Murugata, en face le Chacataï, le Huayna Potosí, c'est toute une chaîne de montagnes. Et de là, ils ont une vue privilégiée pour faire leurs travaux, exactement. Pour faire les rituels, ils doivent absolument avoir une chatira en face d'eux. Regardez, c'est intéressant, ces bâtiments que vous voyez en bas sont en réalité des tombes. Et c'est le cimetière général. C'est bien ça, André? Exactement. Ce sont des mausolées? Il nous expliquait une particularité. Il y a une zone publique qui se loue et une autre zone qui est privée.
dans la zone publique. Si tu louais un espace dans le mausolée, si tu arrêtes de payer le loyer, eh bien, ils retirent les os de ton proche et les jettent dans une fosse commune. Et dans la zone privée, ils peuvent effectivement te vendre un espace pour qu'il soit à toi, enfin à ton proche. Pour toute la vie. C'est la première fois que je vois de tels mausolées en forme d'immeuble. C'est-à-dire, dans un immeuble, il peut facilement y avoir 20 corps. Même plus. Même plus 55. Ça dépend de la taille du bâtiment, mais celui tout au fond est énorme. Nous avons rencontré Vicky et Ellie ici, les voyant filmer un TikTok en costume traditionnel, ce qui m'a beaucoup impressionné. Je leur ai demandé si elles pouvaient répondre à quelques questions. Comment vas-tu, Vicky ? Ici. Je suis très heureuse de me trouver dans cette belle ville de La Paz et aussi en ce magnifique jour où il fait si beau, si radieux. Et nous aussi, nous sommes ici en visite, nous venons du Pérou. D'accord, peux-tu me parler un peu plus de ton costume ? Je vais vous parler de mon costume. La jupe traditionnelle que nous portons toujours, nous les femmes de base ou du Pérou, la jupe que nous portons toujours avec des motifs au centre et la jupe elle-même. Nous avons 2 tresses et portons des boucles d'oreilles, des bijoux de grande valeur. Je remarque aussi, Ellie, que tu as quelque chose sur les dents. Ça aussi, ça fait partie. Ça s'enlève et se remet facilement. Non, assez fixe. Oui, c'est fixe. D'accord. Combien ça coûte environ, Ellie, de l'avoir sur les dents ? Environ 7000. 7000 bolivianos, ça ferait environ 700 $. C'est-à-dire que toute la tenue que vous portez est coûteuse, n'est-ce pas ? Oui. C'est cher. La femme paseña coûte-t-elle plus cher ? Vous portez ces tenues depuis l'enfance ou seulement en grandissant ? Moi ? Depuis mes 12 ans. D'accord. Et en ce moment, vous êtes à La Paz, en visite. Tu me disais que vous veniez toutes les semaines. Oui, nous venons ici toutes les semaines. Nous venons toujours toutes les semaines, mais nous repartons au Pérou parce que nous vivons là-bas, au Pérou. D'accord. Et vous venez pour le tourisme, pour le travail ? Non, pour le travail. Ah. D'accord, nous travaillons toujours et c'est pour ça que nous venons. D'accord. Nous portons des vêtements, nous portons ces jupes, les maquinchas, les pulls. C'est très beau, n'est-ce pas ? Regarde. Ah. Pesos. Faites à la main. Oui, c'est pour ça qu'on prend les vêtements là-bas, on vend à Culiac. Et moi... Je suppose que ça se vend mieux en Bolivie qu'au Pérou. C'est ça. Les dames au Pérou cherchent toujours des nouveautés. Alors dans ce cas, nous emportons tout ce que les femmes de La Paz ici tricotent ou confectionnent. Nous emportons des nouveautés là-bas. Ah d'accord, vous venez chercher d'ici, de Bolivie, et vous l'emportez au Pérou, oui ? C'est ça. Ah d'accord, je pensais que c'était l'inverse. Et ils en profitent aussi pour apprécier un peu cette belle ville de La Paz, n'est-ce pas ? C'est ça, La Paz est très belle. Depuis mon enfance, je viens ici. Qu'est-ce que tu aimes le plus à La Paz ? J'aime sa nourriture, j'aime les vêtements, les gens aussi sont aimables. Oui, tout en fait. Je connais aussi Santa Cruz, en Bolivie. Et cette tradition, regardez comme vous le savez, d'où est-elle née ? La polera, c'est à la fois la Bolivie et le Pérou, oui, mais quelle est la différence ? C'est juste la façon de s'habiller. En Bolivie, c'est plus joli qu'au Pérou, mais maintenant, ils se modernisent aussi. Là-bas aussi, ils s'habillent bien, élégant. Et combien peut coûter une polera ? Ça dépend du tissu, mais en ce moment, en moyenne, la tenue que je porte m'a coûté 1200 sols. Sols ? D'accord. Et en dollars, ça fait environ 300 ? Environ 300 $? Waouh. Faut-il payer pour être belle ? Il faut dépenser de l'argent ? Parce que... Toute femme est belle, jolie, dès qu'elle se prépare, c'est beau. Bien sûr, aucune femme n'est laide. Aucune femme. C'est celle qui ne prend pas soin d'elle. Mais nous sommes toutes jolies, magnifiques. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Merci pour l'interview. J'espère que vous passerez un bon moment. Oui, en fait, nous invitons toutes les colitas, toutes les femmes de La Paz à s'habiller comme ça, aussi belles que nous, n'est-ce pas? Qu'elles s'habillent, qu'elles s'aiment. Toutes les femmes, nous sommes belles et magnifiques, je vous invite.
Nous sommes là-bas à Juliaca, moi je suis à San José, gérant Carabaya avec gérant Tupac. Passez dans ma boutique mes magnifiques petites sandales. Je vous salue. Voilà, au revoir, merci. Depuis la station centrale, nous prenons le dernier téléphérique pour cette visite. La ligne orange, nous avons déjà pris la violette, l'argentée, la rouge, et donc pour cette dernière, Andrés nous disait que cette même station. On voyait ces trains comme anciens, représentant ce qu'ils signifiaient pour l'économie de La Paz dans le passé. Puisque c'était un des terres minières, d'ici on extrayait énormément de choses, et on continue d'en extraire. En fait, l'extraction de minéraux est la principale activité économique du pays. Mais plus précisément, là où se trouve la gare, se trouvaient les trains qui transportaient les minéraux. Et les personnes qui allaient travailler. Donc moi, c'est vraiment très emblématique. Je dois aussi avouer que je trouve ce système de téléphérique spectaculaire. Il est très propre, très bien organisé. Bien sûr, c'est très bon marché parce que c'est subventionné par l'État. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord. En vérité, je n'aime aucun type de subvention, mais bon, chaque gouvernement décide comment faire les choses. Pour que vous ayez une référence. La première entrée au téléphérique, à la première ligne que tu prends dans la journée. Ça coûte 3 bolivianos, ce qui équivaut à environ 20 ou 30 centimes de dollars, et les suivantes coûtent 2 bolivianos. Sur 4 lignes prises, nous avons dépensé 9 bolivianos, soit moins d'$1. En plus, c'est pet friendly. Vos animaux sont acceptés? Andrés, raconte-nous, où sommes-nous en ce moment? Regarde, nous sommes dans l'endroit emblématique du quartier. La Viva, l'image du quartier. Ceci est la rue Jaén, où est bien. Elle a une grande importance car elle abrite des musées importants comme le musée du littoral, le musée des instruments de musique, la maison ou plutôt le logement qu'utilisait Pedro Domingo Murillo, qui est notre libérateur, La Paz, et puis d'autres endroits qui sont très représentatifs ici, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement ça, n'est-ce pas? Ce sont aussi les choses surnaturelles qui se passaient. Comme la femme veuve qui pleurait et que, beaucoup de personnes entendaient cette femme la nuit, n'est-ce pas? Alors, on disait que beaucoup de personnes disparaissaient après avoir entendu cette femme. Mais n'importe qui, ou il fallait être un homme à femme, être ivre, il fallait avoir une caractéristique particulière? Tu as mentionné les deux? Oui, il fallait être ivre ou peut-être un homme à femme? Peut-être quelqu'un qui avait des problèmes avec les femmes. D'accord. Mais tu disparaissais, non? Alors, à partir de là, les religieux plaçaient une croix verte. D'accord. Pour arrêter tous ces événements surnaturels qui se produisaient dans cette rue. Et la croix verte, où est-elle? Justement, à ce coin-là. Eh bien, il se peut que ce n'était pas un esprit, mais qu'on les attrapait pour les enterrer dans les constructions. C'est très probable, mais bon, les croyances en elles-mêmes viennent des rumeurs. Il n'y a vraiment rien de certain? Bien sûr, mais tu crois qu'il y en aurait par ici? C'est très probable, c'est très probable. Beaucoup de ces maisons ont aussi été construites par des indigènes, et les indigènes mettent encore les leurs jusqu'à aujourd'hui, et c'est une croyance qui existe depuis des millénaires. Waouh, c'est fou.
Nous poursuivons de notre visite maintenant jusqu'à la place Murillo, un lieu très emblématique de la ville de La Paz qui a été construit en l'honneur de Pedro Domingo Murillo. Le libérateur de cette ville, c'est précisément ici qu'il a été pendu. Ici se trouve également l'Assemblée législative à ma droite et juste derrière moi. Nous avons le palais brûlé, qui est comme un palais du gouvernement qui a été incendié 2 fois. C'est pourquoi il porte ce nom. Et plus loin, il y a aussi la célèbre Maison du Peuple. Je vous disais précédemment que la Bolivie avait 2 capitales. Et c'est parce que La Paz, où nous nous trouvons en ce moment, est le siège du gouvernement et abrite les pouvoirs législatifs et exécutifs. Et ensuite, nous avons Sucre, où se trouve le pouvoir judiciaire. Andrés, une autre chose qui m'intéresse beaucoup dans chaque pays que je visite, c'est la question de l'économie. Quel est le coût de la vie? Quel est le salaire moyen? Quel est le principal moteur de génération de revenus ou du produit intérieur brut du pays? Ici en Bolivie, ce sont les minéraux, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi le gaz en plus des minéraux. Et puis le commerce en général, d'accord. Ensuite, en ce qui concerne l'économie en général, nous avons un salaire minimum de 2500 bolivianos, ce qui, au taux de change officiel, correspond à environ 350 $. Mais est-ce que les gens ont accès à la possibilité de changer ces bolivianos au taux de change officiel? Non, en fait c'est très difficile. Il faut aller à la banque centrale pour échanger les billets, non? Donc c'est ça le problème, ce n'est plus aussi accessible qu'avant. Bien sûr, donc si on le divise par le dollar blue, comme on l'appelle ici, le dollar parallèle, oui, ce serait environ 240 $ ou quelque chose comme ça, parce que c'était 11. Exactement. On perd presque 70 à 80%, non? Ça varie même beaucoup, ça dépend aussi de ce qui se passe dans le pays. Il y a même eu un faux coup d'État où le dollar était à 15 bolivianos. Donc c'était bien le double et ensuite ça a baissé. Donc évidemment, il y a eu un grand changement depuis qu'il y a le dollar officiel, bien sûr. Et combien? Et le salaire moyen? Les gens, comme dans des emplois réguliers, disons dans les restaurants, les hôtels, les chauffeurs de taxi, gagnent-ils le salaire minimum ou ont-ils un salaire un peu plus élevé? Écoute, la question du travail en soi est, on pourrait bien le dire, délicate, non? Il y a des entreprises qui te paient vraiment et te donnent des avantages, mais le salaire est très bas, non? En moyenne, 3500 bolivianos, soit 1000 de plus que le minimum. Mais il y a d'autres entreprises, d'autres établissements qui te paient vraiment en espèces ou parfois ne te donnent même pas de contrat et au final, tu n'as aucun avantage. Tu n'as pas d'assurance maladie, non? Tu ne cotises pas aux associations pour la prévoyance? Évidemment, comme je te dis, c'est truqué. Et quel est le coût de la vie avec ce salaire minimum? Avec un salaire moyen d'environ 3500 bolivianos, est-ce suffisant pour vivre? Si tu vis de façon indépendante, c'est très difficile, non? C'est-à-dire, il faudrait chercher un petit endroit où louer un petit logement. Oublions aussi ce que c'est d'économiser pour pouvoir, je ne sais pas, investir ou acheter ta propre maison ou ta propre voiture. Évidemment, le Bolivien moyen n'a pas seulement un travail, mais il en a plusieurs, n'est-ce pas? C'est aussi pour ça que les familles peuvent avoir 5 ou 6 enfants, n'est-ce pas? Parce que tout le monde s'entraide dans la famille. Exactement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est culturel d'avoir des familles nombreuses, n'est-ce pas? Qui contribuent à la maison et même créent leur propre économie, aussi bien en famille qu'en communauté. J'ai remarqué que le coût de la nourriture, dans le restaurant où nous sommes allés, est assez économique. J'imagine donc que l'acheter au supermarché et la préparer à la maison est beaucoup plus économique. Mais combien dépenserait-on à peu près pour la nourriture? Et pour les services de base comme l'électricité, l'eau, le gaz, le téléphone, entre autres, qui font partie du coût de la vie d'une famille moyenne. D'accord, en ce qui concerne les services de base eux-mêmes, il y a l'électricité qui, oui, n'est pas si accessible.
Environ 150 bolivianos avec le gaz. Et pour l'électricité, quelle est la consommation? Par exemple, les téléphones électriques, les fers à repasser, enfin des appareils qui consomment pas mal d'électricité. Là, ça peut aller jusqu'à 500 bolivianos, voire plus, selon les cas, selon la taille de la maison. C'est variable, c'est relatif. Ensuite, le gaz est assez économique, mais certains quartiers n'ont pas encore de gaz à cause du fait que nous sommes dans une ville très accidentée. L'eau est encore accessible, mais elle contient beaucoup de minéraux. Elle devient un peu toxique, elle contient beaucoup de chlore. Mais dans certaines communautés plus élevées, ils ont même de l'eau minérale, ce qui est extrême. Ensuite, il y a... La nourriture? Eh bien, la nourriture. En moyenne, nos dépenses dans le panier familial, pour ainsi dire, ça doit être au moins 500 bolivianos. Selon que vous soyez une famille de 3 personnes par mois, vous pouvez dépenser entre 600 et 700, voire plus, selon ce que vous achetez. Maintenant, à cause de la question de la crise que nous vivons maintenant, à cause du diesel, du dollar et d'autres choses, il est très difficile de trouver des choses relativement bon marché comme avant. Évidemment, les prix ont augmenté de presque 20 ou 30% au cours des 2 dernières années. Eh bien, ainsi nous en apprenons un peu plus sur les aspects financiers de la vie en Bolivie. Andrés, et où allons-nous terminer cette visite? Eh bien, voici le belvédère de Quili, où nous pouvons admirer une vue à 360 degrés sur toute la beauté des montagnes. Culture, rencontres, soleil et bien plus encore. Je tiens à te remercier car nous avons vraiment passé une journée magique. Je ne sais pas si c'est parce que c'est samedi et que nous sommes tombés sur plein d'événements culturels, nous avons eu de la chance, ou si normalement La Paz est aussi pittoresque et joyeuse, mais c'était vraiment magnifique. Merci, peux-tu partager tes coordonnées et nous indiquer où trouver ton service de guide? D'accord, ok. Nous travaillons avec Visits of America et Bolivian Pigs. Nous sommes adaptés à toute personne qui souhaite venir visiter notre pays. Et je vous remercie vraiment les gars, on a vraiment passé un très bon moment et je vous souhaite un bon voyage. Merci. Et dans les coulisses? Nous nous sommes déplacés dans toute la ville, non seulement en métrocable, mais aussi avec un transport privé. Et cela a rendu tout beaucoup plus simple parce que nous n'avons pas eu à attendre, à chercher un taxi ou à attendre que quelqu'un arrive. Mais il est déjà immédiatement aux endroits exacts. Pour un trajet très fluide. Quelle journée magnifique pour débuter ce voyage, non seulement en Bolivie, mais aussi dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Je suis très excitée. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car il y aura encore plus de folie de voyage. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce parcours. Pour ma part, il m'a vraiment marqué. J'avais des attentes très élevées à cause de tout ce que j'avais lu et vu sur La Paz. Et franchement, ça n'a pas du tout déçu. Si vous voulez découvrir la culture de la Bolivie, goûter à sa gastronomie, nous, par exemple, on a goûté à une vraie délicatesse. Bien sûr, il y aura une autre vidéo où l'on goûte de la nourriture de rue, et puis même plein d'autres vidéos que je ne veux pas spoiler. Je vous conseille de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'attendre quelques jours, car de nombreuses vidéos de voyage arrivent. Le cœur qui bat à 1000 à l'heure, je suis à 3 marches, et oui. Merci d'être arrivé jusqu'ici.